Dans l'actualité de ce 30 avril, nouvelle manifestation du collectif de Tchadiens indignés. Ils dénoncent la prise du pouvoir par les militaires. Une dénonciation faite à travers une marche de protestation ce matin même sur leur ambassade à Ouagadougou. L'ambiance à suivre dans ce 13h. Et puis la CADDL qui s'oppose à la restructuration des zones non loties. Le projet porté et financé à hauteur de 100 milliards de francs CFA par l'ONU Habitat ne serait rien d'autre qu'une forme déguisée de pillage des parcelles au Burkina Faso. Face à la presse hier, la coalition des associations pour la défense du droit au logement pointe du doigt les autorités politiques et les sociétés immobilières. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal avec cette nouvelle manifestation du collectif de Tchadiens indignés après la société civile tchadienne mardi dernier. C'est au tour des Tchadiens vivant au Burkina Faso de manifester leur refus quant à la prise du pouvoir par Mahamat Déby, fils de l'ancien président Idriss Déby Itno. Une succession qu'il qualifie eux aussi de dynastique. Le collectif des Tchadiens indignés était donc dans les rues de la capitale burkinabé ce matin même pour davantage manifester leur mécontentement à travers une marche de protestation sur leur ambassade à Ouagadougou. L'ambiance dans ce reportage signé Abdou Aziz Saré et Abdou Razak Traoré. Ce n'est certainement pas leur nombre qui fait leur force, mais ce qui importe pour ces Tchadiens du Burkina Faso, c'est la profondeur de leurs revendications. À la patrie mère, ça ne va pas, et depuis leur pays de résidence, ils battent le pavé pour exiger un changement de situation. En fait, j'étais aussi à l'université à Dakar quand Idriss Déby, père, a fait le coup d'État contre Hissène Habré. Et nous n'avons depuis lors que connu Idriss Déby, père. Et maintenant que moi aussi j'ai un enfant qui va à l'université, Idriss Déby, père, disparaît. Et c'est un autre Déby, fils, qui est mis à la place. Et je trouve que c'est complètement inacceptable. Le président Thomas Sankara a dit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Mais nous, Tchadiens, j'aimerais dire « La patrie et la vie, nous vaincrons ». La patrie et la vie y vaincront, un message empreint de patriotisme qui a été livré ce vendredi. À défaut d'avoir accès à l'ambassadeur de leur pays, c'est à quelques pas de l'enclave diplomatique que les membres du collectif de Tchadiens indignés ont fait leur déclaration. Condamnant la prise du pouvoir par des voies antidémocratiques et anticonstitutionnelles et réitérant notre appel à une transition purement civile et l'organisation dans les brefs délais des assises nationales inclusives. Aussi appelons-nous à l'arrêt immédiat de répression et assassinat des manifestants, condamnant la prise du pouvoir par une clique de militaires dont le dessein est d'assurer la continuité du système funeste du régime sanguinaire et incompétent du MPS. Tout en fustigeant la junte au pouvoir, il dénonce l'émission de la France dans les affaires tchadiennes. La France qui est accusée d'avoir installé le fils du maréchal Idriss Déby à la tête du Conseil militaire de transition. Une marche de protestation pour également interpeller la communauté internationale sur la nécessité d'une transition civile, apaisée et inclusive. À l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Mohamed Kaka, dégage! Dégage! La jette au pouvoir, dégage! Dégage! Les criminels en puissance, dégagez! Dégagez! Nous voulons la véritable démocratie! Pendant ce temps, au Tchad, l'Union africaine joue la carte de l'apaisement. Une mission de médiation a été dépêchée à N'Djamena pour obtenir des garanties de la junte militaire, des garanties sur essentiellement la place et le pouvoir accordés aux civils et sur le respect d'une période de transition de 18 mois maximum. Ces accords, qui seront par la suite consignés dans un rapport, permettront à cette instance africaine de mieux gérer la situation sociopolitique au Tchad. L'Union africaine décidée à apaiser la situation au Tchad. Une mission de médiation de l'organisation continentale
est arrivé jeudi à N'Djamena avec l'objectif d'obtenir des garanties de la junte militaire sur la place et le pouvoir accordés aux civils et sur le respect d'une période de transition de 18 mois maximum. Le rapport de cette mission permettra à l'Union africaine de se mettre d'accord sur une position unanime, alors que la situation au Tchad divise les pays du continent depuis la prise de pouvoir du fils de l'ancien président Mahamat Idriss Déby. Le chef de la junte militaire a fait procéder à des dizaines d'arrestations depuis le début des manifestations contre le nouveau pouvoir. Plus de 700 personnes doivent être entendues après les violents affrontements avec la police. Ces jeunes, en majorité, sont accusés de destruction de biens publics et privés, troubles à l'ordre public ou encore coups et blessures. L'opposition et la société civile avancent un bilan d'au moins 8 morts. Retour chez nous au Burkina Faso et nous prenons tout de suite la direction du palais de Kossiam où le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré a reçu en audience l'unité de recherche clinique de Nanoro. C'est elle qui a développé le vaccin contre le paludisme R21. Il serait efficace à 77%, de quoi redorer l'image des chercheurs burkinabés et au-delà du pays à l'international. Le président du Faso a rassuré les visiteurs du jour de l'accompagnement du gouvernement dans la suite de leurs recherches. Je vous propose d'entendre Alidou Tinto, l'investigateur principal du R21. Comme vous le savez, à Nanoro, nous travaillons sur les recherches vaccinales depuis 2009. Donc ça fait environ 13 ans que nous travaillons sur la recherche de vaccins avec nos partenaires du Nord. Et nous avons travaillé sur un premier vaccin, un premier candidat qu'on appelle RTSS, qui a donné une efficacité de 39%, qui est aujourd'hui dans une phase de déploiement pilote par l'OMS à travers l'Afrique. Et c'est à la suite justement de ce travail-là que nous avons essayé d'évaluer et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et nos partenaires de l'Université d'Oxford ont réussi à modifier la protéine RTSS pour produire le R21 que nous sommes en train de tester actuellement. Alors, l'essai de phase 2 a commencé en 2018 avec les préparatifs. Et les premiers enfants ont été vaccinés en mai 2019. Et ça fait 2 ans maintenant que nous sommes sur ce programme. Et avec les résultats auxquels nous avons abouti, nous allons rapidement passer à la phase 3 qui va nous prendre encore environ 2 ans. Bien entendu que le président du Faso a réagi de façon très positive parce que, comme vous le savez, ce travail a permis quand même de mettre le Burkina en exergue au plan international et de montrer qu'il y avait quand même des ressources humaines de qualité en matière de recherche au Burkina capables de conduire un tel essai qui est quand même un essai, il faut le dire, très complexe. Et il nous a encouragés et nous a rassurés que le gouvernement allait tout mettre en œuvre justement pour nous accompagner dans cette phase 3 que nous allons débuter très probablement la semaine prochaine. Santé à présent avec cette contribution de l'Association africaine Solidarité dans la lutte contre la Covid-19. Elle a initié une caravane de sensibilisation en faveur des habitants de Dasasko à Ouagadougou. Outre la sensibilisation, les habitants de ce quartier ont eu droit gracieusement à des séances de dépistage multimaladies, l'idée étant de leur permettre de mieux gérer leur santé. Après Dasasko, la caravane va s'étendre au district sanitaire de Kosodo et de Bulmuyegu. Abdul Aziz Sarri. C'est au centre de santé et de promotion sociale de Dasasko que débute cette caravane santé initiée par l'Association africaine Solidarité. L'objectif de cette activité est de sensibiliser les populations sur la Covid-19, mais aussi leur offrir des services de dépistage gratuits sur le diabète, l'hypertension, le VIH, l'anémie, le paludisme et l'hépatite B et C. Philemon Ouedraogo estime que pour mieux gérer sa santé, il est nécessaire de connaître son statut. Nous faisons ce dépistage multimaladie avec les entreprises. Et chaque entreprise doit promouvoir ses activités de dépistage multimaladie avec son personnel et ses ayants droit. Donc nous sollicitons les entreprises à adhérer pour que le travail puisse bien marcher et que la population trouve la santé. Environ 250 personnes sont attendues à cette journée de dépistage. Elle s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une fois diagnostiqués, les patients positifs sont référés à des spécialistes. J'ai fait tous les tests. Je suis très contente. Bon vent, je souhaite bon vent aux initiateurs. Vraiment que Dieu les donne longue vie. Beaucoup de courage et de toujours penser à nous.
La caravane santé se poursuit jusqu'au 30 avril prochain. Après le CSPS de Dassasgo, ce sera le tour des districts sanitaires de Kosodo et de Boulmiougou. L'association africaine Solidarité, qui fait dans la sensibilisation contre la Covid-19, la Corée du Sud, elle, apporte également son soutien au Burkina Faso dans la lutte contre cette pandémie. Elle a offert des kits de prévention et de dépistage au ministère de la Santé. Abdul Aziz Sari. Depuis l'avènement de la Covid-19 au pays des hommes intègres, le gouvernement mène une politique de riposte afin de protéger les millions de Burkinabés de cette maladie. C'est dans le but d'appuyer ces efforts que la Corée du Sud offre des kits de prévention et de dépistage de la Covid-19 au ministère de la Santé. Un geste qui témoigne de la bonne collaboration d'amitié et de fraternité entre les deux pays, selon la consul honoraire de la République de Corée à Ouagadougou. Vous savez, la Corée avec le Burkina, pour la santé, aussi pour la maladie. En amont, ils ont fait d'autres dons très importants. Et aujourd'hui, ils ont envoyé les tests pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir faire des tests de dépistage de 24 000 personnes. Je pense que ce n'est pas anodin. Et voilà, je tiens à les remercier. Du côté des autorités burkinabées, l'on salue le geste de la Corée du Sud. Pour le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, ce don permettra de renforcer les capacités diagnostiques des établissements sanitaires, et ce, dans le but d'améliorer la riposte contre la Covid-19. Nous en sommes très fiers aujourd'hui et nous saisissons l'occasion pour dire merci à Madame la consul de Corée du Sud et merci au peuple de Corée du Sud pour avoir pensé au Burkina. Déjà en août dernier, lorsque nous étions devant une situation de crise, de rupture de réactifs, la Corée du Sud faisait partie des pays qui étaient venus très rapidement pour apporter donc de la résilience à notre système de santé, notamment pour ce qui concerne le diagnostic de la maladie. Aujourd'hui, c'est une joie pour le ministère de la Santé de recevoir ce don. Revenant sur la collaboration entre les deux pays, Henriette Kaboré souligne qu'elle va passer à un cap d'ici 2022 dans le domaine de la santé publique. Une évolution qui ambitionne marquer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations. Pour marquer d'une pierre blanche cet anniversaire, le Burkina Faso va participer au sommet du rétablissement de la croissance verte prévu se tenir du 30 au 31 mai 2021 à Séoul. Le foncier, cette question qui divise depuis quelques années les Burkinabés, continue de faire des vagues. La CADDL, la coalition des associations pour la défense des droits au logement, était face à la presse hier. Elle s'oppose à la restructuration des zones des habitats spontanés, communément appelées non lotis. Le projet de restructuration de ces zones porté et financé par l'ONU Habitat à hauteur de 100 milliards de francs CFA n'est rien d'autre que du pillage foncier selon la coalition. Elle pointe donc du doigt les élites et les sociétés immobilières. On en sait davantage avec Archimède Boy. La CADDL, coalition des associations pour la défense du droit au logement, dénonce le projet de restructuration des zones à habitat spontané, communément appelées non lotis. Elle y voit le pillage du foncier par les élites politiques à travers les sociétés immobilières. Un projet financé à hauteur de 100 milliards de francs CFA par l'agence ONU Habitat. Pour la coalition, cette initiative vise à créer des bidonvilles au lieu d'habitat décent pour les populations. Du point de vue de sa finalité, ce projet vise non pas à créer des quartiers de vie décentes, mais plutôt à créer des bidonvilles. En termes simples, il s'agira de tracer des voies et d'embellir certaines en les bitumant et en faisant ériger par des promoteurs immobiliers des immeubles R+3 aux abords que seuls quelques privilégiés pourront occuper en tant que locataires. À l'arrière de ces immeubles s'étaleront les logements de fortune. Selon la CADDL, les coûts proposés dans le cadre de ce projet aux habitants des zones non loties sont exorbitants. Ils vont de 747 000 francs CFA à 1 700 000 francs CFA que chaque ménage devra débourser pour espérer avoir un logement. Les coûts sont à revoir. Les coûts doivent tenir compte du niveau de vie des populations. Si vous ne connaissez pas les réalités, il fait de ne pas connaître la réalité des populations. C'est pourquoi même les gens vont en zone non lotie. C'est quoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre
il n'arrive pas à payer le loyer de façon régulière, on le met dehors. La CADDL dénonce également des velléités de musellement et des actes de répression de son mouvement revendicatif qui demande la justice dans la gestion du foncier et du logement. Le rêve de M. Sankara est manifestement de museler et d'embrigader les organisations authentiques de défense du droit au logement. C'est le cas dans la zone non lotie de Djikofé, dans la commune de Samba, où une milice armée est mise sur pied pour empêcher les populations de se réunir pour discuter de la restructuration que le gouvernement veut leur imposer. Par ailleurs, la CADDL révèle qu'elle a reçu une injonction des autorités en charge de l'habitat pour la mise en place d'une fertière des organisations en lutte pour le droit au logement, ce que la coalition dit ne pas comprendre. Enfin, elle exige la mise en œuvre des recommandations du rapport d'enquête parlementaire sur le foncier de 2016, notamment le retrait des parcelles illégalement acquises. Tout autre chose à présent, dans sa marche de protestation contre les réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'éducation, l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou a malheureusement vandalisé une ambulance en provenance du CHR de Koudougou. Cette ambulance qui transportait un malade a eu les vitres brisées. L'ambulancier, choqué par cet incivisme des élèves, pointe du doigt l'éducation des parents. Kwame Hervidapa. Effet collatéral ou acte délibéré? Cette ambulance a été touchée par des projectiles au cours de la manifestation des élèves de ce jeudi. Le véhicule médicalisé a eu une vitre brisée. L'ambulancier raconte les films de cette matinée. Il venait du CHR de Koudougou. Alors, on venait pour une évacuation à l'hôpital Yalgado avec un patient qui a eu un AVC. Et c'est là, au niveau du rond-point des Nations Unies, on a été agressé par des élèves. Je ne sais pas quelle manifestation ils faisaient. Ils sont tombés sur nous. On a commencé à recevoir des cailloux sur l'ambulance. Il y en a qui criaient « ambulance, ambulance ». Il y en a qui jetaient les cailloux. Alors, je me pose la question, pourquoi ils ont fait cela? Surtout que c'est des élèves. Daniel Nebié va lui-même donner des réponses à sa question avec une forme de dépit dans les propos. C'est le manque d'éducation. C'est ça qui peut expliquer ça. C'est le manque d'éducation. Sinon, comment une ambulance qui a les feux de détresse allumés, gyrophare allumé, les gens s'arrêtent. C'est bien écrit ambulance, vous savez lire. Et malgré ça, vous jetez des pierres sur l'ambulance. Vous voyez, s'il n'y avait pas, il y a un métal entre la vitre et le malade. S'il n'y avait pas ce métal-là, les cailloux allaient tomber sur le malade. Quelqu'un qui se cherche. Vous voulez chercher d'autres problèmes. C'est désolant, hein? Franchement. L'infirmier accompagnant lui reste sous le choc. Je suis étonné, je suis choqué, je suis dépassé. Puisque si nous savions qu'ils allaient nous attaquer, on n'allait pas forcer. Voilà. Pour nous, on avait la latitude de passer. C'est pourquoi j'ai dit aux sauveurs de contourner vers le côté gauche pour qu'on puisse continuer. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ces élèves-là, en tout cas, essaient de nous attaquer. Et l'ambulancier de conclure. C'est là où on sera tous d'accord que l'instruction est différente de l'éducation. Éduquez bien vos enfants, c'est pour le bien de tous. Ce 29 avril, l'AESO appelait plusieurs élèves dans les rues à manifester contre les réformes au niveau des examens scolaires. Et c'est pour remédier à ces manifestations des élèves à n'en point finir et autres problèmes qui minent le secteur de l'éducation au Burkina Faso que le ministère en charge de l'éducation nationale entend organiser des assises nationales de l'éducation. Stanislas Ouaro poursuit cette tournée. Il a rencontré hier les partenaires sociaux de son département. Objectif, demander leur contribution pour la réussite de ces assises prévues en septembre prochain. Luc Pagbelgué. Les assises nationales sur l'éducation nationale ne se tiendront qu'avec la participation des partenaires sociaux, ici représentés par les responsables des structures syndicales du MENA-PLN,
le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Le ministère en compte 28 au total et leur accompagnement est plus que attendu pour la réussite de ces assises. Il y a 2 points fondamentaux. Le premier point fondamental, c'est la question du renforcement des capacités des personnels de l'éducation. Ça, c'est une difficulté majeure. Les partenaires sociaux disent n'avoir pas bien perçu cela dans les commissions qu'on souhaite mettre en place. Donc, on a noté. Nous pensons que ça se trouve dans des... Parce que là, c'est des grandes thématiques, mais c'est des questions qui vont être véritablement abordées. Parce que vous ne pouvez pas faire de la qualité dans l'éducation sans un renforcement permanent des capacités des enseignants. Donc, de mon point de vue, des encadreurs pédagogiques, c'est important. Et la deuxième suggestion forte, c'est l'implication significative des partenaires sociaux dans l'organisation de ces assises. Et ça, on les a rassurés de la prise en compte et ça sera fait parce que de toutes les façons, après ces assises, on va travailler à mettre en œuvre des recommandations. Mais quels sont ceux qui mettent en œuvre? C'est nous, acteurs de l'éducation. Ils sont acteurs de l'éducation, donc ils ne peuvent pas ne pas être impliqués à tous les niveaux dans l'organisation et la tenue de ces assises. À entendre les responsables syndicaux, la rencontre était attendue, cela pour diverses raisons. Nous pensons que c'est une démarche participative qui va permettre à l'ensemble de la communauté éducative de réfléchir sur les problèmes qui minent notre système éducatif. Vous savez que notre système éducatif souffre d'abord, on va dire qu'il est désuet parce que nous traînons un programme d'enseignement de près de 30 ans, donc c'est largement dépassé. Il y a que les travailleurs de l'éducation ont de sérieux problèmes d'avancement, de déclassement, donc de carrière. Il y a que le système a des difficultés de financement et nous pensons que ces assises devraient pouvoir permettre de dégager des pistes de solutions sur l'ensemble de ces problèmes. C'est une rencontre qui s'est tenue pendant qu'à l'extérieur, la police nationale avait maille à partir avec quelques élèves qui étaient en mouvement d'humeur. Si le ministre leur reconnaît le droit de manifester, il tient à clarifier également certains aspects. Il y a des endroits où les cours se passent normalement, il y a des endroits où on oblige des élèves à sortir, il y a des endroits où nous-mêmes avons libéré les élèves par souci de sécurité. Et puis, il y a des endroits où les élèves ont eux-mêmes délibérément décidé de sortir. Et il se trouve qu'il y a certains qui décident donc de venir certainement au ministère. Mais c'est organisé. Nous sommes en démocratie, nous ne sommes pas dans le désordre. Et donc, partout où la fermeté doit se faire, elle se fera. Maintenant, les forces de défense et de sécurité sont des professionnels. Et donc, ils travaillent à ce que tout se passe dans l'ordre. Chacun est libre de manifester et de s'exprimer. Mais comme je l'ai dit il y a quelques jours, les réformes vont se poursuivre. Le ministre en charge de l'Éducation nationale prévoit rencontrer le maximum d'acteurs pour que ces assises nationales sur l'éducation soient inclusives. Dernier point de ce journal avec ce soutien du ministère en charge de l'agriculture aux coopératives simplifiées d'utilisation de matériel agricole des 13 régions du Burkina Faso. Le département de Salifou-Ouetraogo met à leur disposition 31 tracteurs, un don qui vise la promotion de la mécanisation agricole. On en sait davantage avec Bessogré John William Sonda. 31 tracteurs pour les producteurs agricoles via les coopératives simplifiées d'utilisation de matériel agricole des 13 régions du Burkina Faso. Des tracteurs qui ont été présentés et offerts aux producteurs par le ministre en charge de l'agriculture le 27 avril dernier. Ces 31 tracteurs portent le nombre d'équipements mobilisés au profit des producteurs à 68 tracteurs et 113 motocultures depuis le début de l'année 2021. Du reste, il faut préciser que le don du 27 avril fait suite à une série entamée depuis mars. Après Boubi, le 9 mars, pour population, le 2 avril est la concrétisation de l'engagement personnel du chef de l'État à faire du confinement de la roue manuelle au musée et de la mécanisation de notre agriculture une réalité. En effet, ce sont 31 tracteurs tous équipés et charrues à disque, de pulvérisateurs et de chariots, qui sont ainsi mis à la disposition des producteurs des 13 régions par un seul projet au niveau du ministère. Avec ces tracteurs, la mécanisation de l'agriculture au Burkina Faso devrait passer à une autre étape, la mécanisation, une étape qui semble de nos jours incontournable. Il est très difficile d'imaginer actuellement un secteur agricole développé sans équipement. Bien que le rendement des cultures dépende de multiples facteurs, la mécanisation agricole constitue un des éléments les plus importants.
Heureux bénéficiaires de ces tracteurs, les producteurs agricoles burkinabés mesurent l'ampleur de la tâche qui leur incombe, d'autant plus qu'il leur est demandé de participer activement au développement agricole de notre pays. Termik te trate de mamaton hande ga hando tabe nan tumwa han siagada nimba me sakaton la forum ton moderninga wen han sakena fanan ken province gille la mim tere hande ga katon bale ya hanan nafnir me bitas me ben korfa te songor hanan songor fa yelle a tirman do bon wen nan baraka non kuni ga ton pam do na ta bum ya nafa. L'approche par les coopératives simplifiées d'utilisation du matériel agricole scoop humain est une innovation qui contribue à l'accroissement du taux de mécanisation des exploitations dans notre pays, qui recevront des tracteurs et disposeront de 4 années pour payer le coût déjà subventionné. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programmes sur la chaîne au cœur de nos défis.